Comment on peut valider une telle pagaille? Le mot, ce n'est même pas l'anarchie. Vous savez que l'anarchie peut être organisée en sciences politiques. Mais là, c'est carrément la pagaille. C'est comme si on a largué une bombe au Congo et tout a foutu le camp. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus de morale, il n'y a plus d'éthique. Comment le procureur de la République peut sympathiser avec un fugitif? Mais est-ce que les gens Oui, se rendent compte de évidemment, quoi on parle? ce sont là les questions essentielles et pertinentes d'ailleurs qui se posent, comme je le disais tout à l'heure. Mais Donc, c'est on voit l'éthique. Denis Sassou Nguesso à côté d'un criminel lui-même, d'abord, c'est le chef de gang, j'aime à le dire. La preuve, elle est là. Parce que le monsieur est visé par un mandat d'arrêt international qui existe, que tout le monde a vu. Mais le voilà, qui vient saluer le même criminel. Donc, il est au courant, il sait tout ce qui se passe. Ben non, il est là, il le regarde, et puis bon, il le nomme, comme vous l'avez dit tout à l'heure, responsable, c'est pas moi, financier d'une Des équipe finances de sa de campagne. campagne. Après, on les voit, comme vous l'avez aussi rappelé, avec le procureur de la République. On est où là? On est dans quel pays, finalement? Dans le même temps, le même vient vous dire, on va moraliser la vie publique. Comment? Mais c'est ça, que Dongou Zidane sympathise avec un caporal de l'armée ou un caporal de la police qui ne le reconnaît pas, c'est une chose. Mais Dongou Zidane ne peut pas rigoler comme ça avec le procureur de la République et avec un ministre du gouvernement. Mais en termes de moralisation, en fait, est-ce que lui-même s'en sait de quoi il parle? Est-ce qu'il comprend lui-même les propos qu'il tient? Bonjour, fidèles téléspectateurs, merci de suivre Droit de Savoir. Bonjour Didier Moinivolo, comment vas-tu? Ça va, bonjour, Monsieur Christian Perrin, ça va. Et puis, merci pour cette invitation pour analyser l'actualité congolaise et mondiale. Merci d'être avec nous sur R7, spécialiste des relations internationales et porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Les Congolais étaient appelés aux urnes les 12 et 15 mars 2026. Une question essentielle se posait alors. Pour qui voter et pourquoi? Dans un contexte marqué par une élection viciée d'avance, avec des résultats manipulés, prévisibles, organisés de surcroît par un régime autoritaire et totalitaire. On vient d'ailleurs de l'apprendre que le tyran Denis Sassou Nguesso vient encore de s'arroger sans gêne et sans honte 94,82% des suffrages exprimés dans un pays totalement en ruine après ses 43 ans de règne sans partage. Chacun peut donc se poser la question, comment est-ce possible? Qu'à cela ne tienne. Le scrutin a eu lieu cependant, il a largement été boycotté avec un taux de participation beaucoup trop faible. Selon certains observateurs, on parle de 10 à 30% de participation. Certains médias étrangers parlent d'une participation timide, d'autres adoptent un ton beaucoup plus critique. C'est notamment le cas de Courrier International, c'est quand même un journal fiable et crédible qui décrit l'élection présidentielle au Congo comme un théâtre où la même pièce se joue à l'infini. Il est évident que les Congolais ont saisi l'enjeu. Prendre part à une telle mascarade électorale équivalait à légitimer un système qui dénie au peuple congolais son droit essentiel, tout en se distinguant par la violation des droits et libertés des citoyens. En exemple, le jeune Brel Gomez Cardin. Ça vous dit, le jeune qui s'est vu ses jumeaux séquestrés à l'hôpital de Luandili a Oui, été kidnappé donc le samedi dernier, donc samedi 14 mars 2026 à 10 heures et est séquestré par la DST, bon actuellement CID, il faut le dire comme ça, Pointe-Noire. Didier Mounivolo, vous avez suivi cette actualité électorale. L'accès à Internet a été coupé pendant 2 jours. Voici une illustration sur l'atmosphère qui a régné dans certaines parties du pays le jour même du scrutin. Suivez, c'est un reportage de Vox TV. Nous sommes au foyer social, quartier 334, arrondissement Potopoto. Dans ce bureau de vote, 407 électeurs sont inscrits sur les listes électorales. Le personnel est à son poste depuis 7 heures
Chose à déplorer, c'est le manque de bulletins de vote jusqu'à 10 heures. Jusqu'à présent, rien n'est encore fait parce qu'il y a un petit souci. Nous n'avons pas encore reçu les bulletins. Donc, nous attendons les bulletins pour lancer l'opération. Ce qu'on appelle déjà, les gens sont là pour la distribution. On nous appelle qu'ils sont quelque part, ils arrivent. Même constat au niveau du bureau de vote de la Poste, où plus de 1000 électeurs sont attendus. Le personnel est debout, rien n'est encore prêt. Au niveau de l'école KTP, les équipes attendent toujours le bulletin pour commencer le travail. Il n'y a pas de bulletin, sinon nous sommes là depuis 7 heures. On devait commencer depuis 7 heures, mais jusqu'à 8 heures fort là, on n'a pas de bulletin. Donc on attend les bulletins et les délégués des candidats. Il y a seulement une seule personne qui est ici. Sur 7 candidats, il y a seulement une seule déléguée qui est ici. Oui, quelques-uns sont passés, mais vu que les bulletins ne sont pas encore arrivés, on les a dit de repasser plus tard. Une situation déplorable pour les délégués d'un candidat. C'est déplorable. C'est déplorable. Et c'est pas facile que quelqu'un vienne, il repart et puis il revienne encore, c'est pas facile. Hein. Nous avons également constaté l'absence de certains délégués dans tous les bureaux sillonnés par notre équipe. Voilà, dans de nombreux départements du Congo, la situation était catastrophique, chaotique, il faut le dire. Les Congolais ont massivement boudé cette élection. Malgré cette démobilisation, le tyran Sassou Nguesso s'est quand même arrogé honteusement, il faut le dire comme ça, 94,82% des suffrages exprimés au premier tour en plus. Congo, Brazzaville. 60% de la population a moins de 25 ans. Le président réélu hier a 82 ans et totalise 42 années de pouvoir. Ce paradoxe révèle une vérité brutale. Il cumule désormais 42 années au pouvoir. Cette longévité impressionne. Mais elle ne résulte pas d'un soutien populaire massif. Elle découle d'une structure de pouvoir alimentée par la rente pétrolière et maintenue par la neutralisation systématique de toute opposition. Regardons d'abord le paradoxe démographique. 60% des Congolais ont moins de 25 ans. Cette jeunesse massive devrait théoriquement créer une pression révolutionnaire. Les jeunes devraient exiger le changement. Ils devraient renverser les vieux dirigeants. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Est-ce qu'on peut parler de manque d'humilité, de déni de la réalité, cynisme? Sinon, comment comprendre une telle approche politique? Comment comprendre le comportement de Denis Sassou Nguesso? Mais le comportement de Denis Sassou Nguesso n'est plus à démontrer. Il est tout ça à la fois. Hein. Déni de réalité, cynisme, comportement narcissique, un narcissisme exacerbé. De toute façon, Denis Sassou Nguesso s'en moque de faire proclamer les résultats par son ministre de l'Intérieur en disant plus de 80% de taux de participation, alors même que donnez-moi un pays qui réalise un taux de suffrage exprimé, un taux de participation de plus de 60%, lorsque jusqu'à midi, les bureaux de vote n'ont pas ni bulletin, ni Vox TV le dit, hein, sur plusieurs bureaux de vote. Et on est où? On n'est pas au village, on n'est pas au fin fond des villages au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. On est à Brazzaville, à Poto-Poto. Parmi les premières informations données par Vox TV, ce sont les bureaux de vote à Brazzaville même. Brazzaville qui fait pratiquement le tiers de la population nationale. Les bureaux de vote ne sont pas fournis. Vous avez même comment on appelle ça? Cette personne dans un bureau de vote qui dit les bulletins sont quelque part, ils arrivent. Mais quelque part, c'est où? À la mairie, au ministère de l'Intérieur, à la préfecture de Brazzaville. Vous voyez même que les assesseurs dans les bureaux de vote ne savent même pas où sont les bulletins. Et puis, autre chose, jusqu'à midi, là encore, je cite Vox TV, les représentants des partis politiques ne sont pas dans les bureaux de vote. Alors, M. Perrin, il faut qu'on écoute attentivement ce que disent les journalistes. Ils n'ont pas dit les délégués de tel candidat ne sont pas là. Par contre, il y a le délégué du PCT. Même les délégués du PCT n'étaient pas dans les bureaux de vote à midi.
si j'en crois Vox TV. Donc, Sassou s'était préparé à frauder, ce qui fait que sur le plan organisationnel, ça ne servait à rien. En réalité, c'est une dépense d'argent pour rien. Si on prend comment il a fait la campagne, tout ce qu'on a fait, en fait, c'est une perte d'argent puisqu'il savait qu'il va tricher, puisqu'il ne s'est même pas inquiété de ne pas avoir les bulletins de vote dans tous les bureaux de vote et de ne pas avoir les délégués, ne serait-ce que les délégués du PCT. Donc, nous donner ces chiffres-là, c'est se moquer des Congolais, c'est ne pas respecter la population congolaise quand on sait que dans une large majorité, presque tous les bureaux de vote, quand il y avait j'ai vu des bureaux de vote 1000 inscrits, mais on avait moins de 100, moins de 80 personnes sur la file. Donc, on sait très bien qu'en masse, les Congolais ne sont pas allés voter. Vous avez cité Courrier International. Quand on lit la presse internationale, RFI, par Vous avez exemple, TV5 aussi, TV5 qui a relevé. aussi, quand ils en parlent, ils sentent que c'est morose. Et d'ailleurs, sur RFI, les bureaux de vote, par exemple, à Brazzaville, une fois de plus, hein, donc à midi, il n'y a pas encore de bulletins, mais entre 14h et 16h, les bureaux de vote ont commencé le dépouillement, affirmant que puisqu'il n'y a pas d'électricité, coupure d'électricité, coupure de tout, surtout coupure d'électricité, les assesseurs dans les bureaux de vote ont dit, mais si on ne commence pas maintenant, la nuit va vite arriver, on ne pourra pas travailler. Donc, en fait, le temps moyen d'ouverture des bureaux de vote au Congo, c'est à peu près 3 heures, voire 4 heures. Il n'y a pas un lieu au Congo où les bureaux de vote sont restés ouverts 5 heures de temps d'affilée. Alors, comment on a pu faire voter 87% d'électeurs en moins de 4 heures? C'est un exploit. Si vous faites l'analyse, écoutez, mais reprenez bout à bout ce que Vox TV dit. Il est 10 heures, il est midi, je suis à tel bureau de vote. Poto. Ouais, une zone de grande influence d'ailleurs. Voilà. Poto, c'est parmi les Concentration humaine, arrondissements oui. les plus remplis. Makelekele, le quartier Diata, c'est des quartiers très remplis. Dans ces quartiers-là, jusqu'à midi, on n'a pas commencé. Et à 16h, on doit fermer. Pendant combien de temps les gens ont voté? Eh bien, vous ne compterez pas 4 heures ou 5 heures du temps. Et comment on a obtenu un suffrage exprimé à 87%? C'est pas possible. Parce que, généralement, à midi, on est autour de 30-40% de vote. Les bureaux de vote ferment à 18h. D'abord, voilà, je m'hazarde sur ce chemin, mais je ne sais pas si c'est important. Mais les Congolais doivent se dire, mais la loi électorale, qui a donné l'ordre de fermer les bureaux de vote à 16h? Les bureaux de vote doivent fermer à quelle heure? Entre 18h et 20h, selon les lieux. Ben, tout à fait, évidemment. Alors, qui a donné l'ordre de fermer les bureaux de vote à 16h alors que la loi électorale dit le contraire? Et bien entendu, puisque vous parlez déjà de la loi électorale, il faut relever également que le vote des militaires, donc c'était le 12 mars, c'est bien cela. Et pendant ce vote, le constat qui a été fait, c'est qu'il n'y avait pas aussi des représentants des autres candidats dans les bureaux de vote, curieusement. Et donc, le même jour, puisque selon la loi électorale, le dépouillement doit se faire le même jour, malheureusement, le dépouillement du vote des militaires n'a pas été fait le même jour. Donc, on se pose maintenant la question de savoir qui a conservé ces urnes, où étaient-elles et qui a fait le dépouillement devant qui, concrètement. C'est ça. Eh bien, il faut que, moi j'ai envie de dire deux choses. Un, il faut que Mboulou, le ministre de l'Intérieur Mboulou, s'explique là-dessus. Et deux, il faut que les partis politiques, question au gouvernement, s'expliquent là-dessus. Trois, il faut que le Conseil constitutionnel enquête sur comment ça s'est passé et dise quand même quelque chose. Il faut que les institutions... Alors, je le dis sur le plan méthodologique, même si je sais que dans la réalité, ça ne se fera pas comme ça, mais il faut que les Congolais comprennent que vous n'avez rien à attendre de ce pouvoir, parce que c'est un pouvoir qui ne respecte même pas les lois de la République. Déjà, lorsqu'un pouvoir ne respecte pas les lois de la République, ce ne sont pas les citoyens qui souffrent que le pouvoir va respecter.
Et lorsque vous parlez évidemment des lois de la République, les droits des citoyens, bien entendu, tout le monde sait que couper Internet signifie priver les Congolais de leur droit à l'information, à la communication et à la liberté d'expression, une volonté manifeste d'opacité. Didier Mouini-Volo, sur ce même plateau, nous avions évoqué ici la lettre qui recommandait évidemment à ces sociétés de téléphonie mobile de couper Internet. Curieusement, on a suivi le ministère de l'Intérieur faire un démenti, et d'ailleurs même une des sociétés, je peux la citer, MTN, a Oui, qui a dit publié que comme ça c'était sur faux. Internet, voilà, pour démentir. Mais curieusement, sur le terrain, et comme vous le disiez d'ailleurs, c'était au gouvernement de démontrer sur les faits si c'était faux. Or là, on se rend compte qu'ils ont coupé Internet pendant 2 jours. Le 16 mars, un jour après le vote du président de la République, les communications restent encore coupées. Aucun réseau téléphonique et Internet ne fonctionne. Une situation qui dérange la majorité de la population. Je vis seul. Là, je ne sais même pas comment faire pour être en contact avec ma maman. En tant qu'étudiant, on a des recherches qu'on doit faire. On a des recherches qu'on doit faire, des travaux qu'on doit poursuivre. Et jusqu'à aujourd'hui, la connexion ne marche pas. Ça nous pénalise vraiment. Nous ne pouvons pas réaliser que dans un pays normal, la communication puisse être coupée. Des personnes ayant des parents à l'hôpital, des parents de l'autre côté du monde ne peuvent pas se communiquer. C'est un préjudice déjà qui est grand. Les kiosques mobile money restent pour certains fermés. Ceux qui ont osé ouvrir sont dans l'inquiétude de ne pas s'approvisionner en monnaie virtuelle. Déjà le dimanche et aujourd'hui, on n'a pas travaillé, déjà c'est un chaos. Et demain et après-demain aussi, ça n'a pas marché. Vraiment trouver une solution pour nous. Si ça me permet de travailler parce que j'ai un peu de virtuel. Mais quand j'aurai épuisé mes virtuels, je ne peux pas appeler le fournisseur. Donc ça veut dire que si le réseau ne passe pas jusqu'à 12 heures, je serai obligé de fermer. Les médias en ligne ne sont pas épargnés. Le siège du média Tcheleka est resté fermé. Quant à Focus Média et Écho du Vrai, l'heure est au repos forcé. Depuis ce matin, nous sommes surpris parce que la connexion ne passe pas. Non seulement la connexion et des appels et les messages. Nous sommes un média en ligne. Nous subissons parce que là, tout est mort. On ne travaille pas. Personne ne sait à quel moment les communications seront rétablies. Ceux qui font le mobile money, faute de communication, ne peuvent confirmer les transactions des opérations de fonds. Pour un candidat, je veux le dire comme ça, Denis Sassou Nguesso, tout le monde sait qu'il allait tricher. Et il avait déjà tout préparé, les résultats prévisibles, ça n'a surpris personne. Pourquoi avoir encore coupé Internet? Pour quelle raison? Mais comme je le disais lors de ma dernière intervention sur votre chaîne, en fait, nous avons très vite identifié le plus grand opposant à Denis Sassou Nguesso, son grand adversaire pendant l'élection. C'était l'abstention. Donc, les images des bureaux de vote vides, en fait, c'est ce qu'il voulait empêcher. Comme ça, il peut vous dire, tiens, il y a eu 87% de votants, 87% de votants sur l'ensemble du territoire et j'ai eu 94. En fait, ça montre qu'ils vous écoutent, qu'ils nous écoutent parce que ils ont fait ce que l'analyse qu'on a. Il fallait répondre, voilà, à cette analyse-là. Oui. Et donc, voilà, donc pour le pouvoir, couper Internet, c'était empêcher les images des bureaux de vote vides circuler. Ça, c'était une première chose. Mais couper Internet, c'était inutile aujourd'hui, puisqu'on sait très bien que il existe beaucoup de technologies pour contourner Internet, puisque malgré tout, bon, on n'a pas eu besoin de plus que ça. Hein. Vox TV a couvert, comment on appelle ça, le vote, et Vox TV a fait preuve d'honnêteté pour couvrir. Ils ont dit à 10 heures, il y avait rien. À midi, dans certains bureaux de vote, il n'y avait rien. RFI aussi a couvert, comment on appelle ça, le vote dans certaines localités, notamment dans les grandes villes. Et j'ai suivi sur RFI qui donnait au moins ce que les journalistes voyaient sur place. Ce qui est quand même étonnant, c'est que le pouvoir n'a plus honte. Voyez-vous, ce pouvoir n'a plus honte
dans sa façon d'agir. Tous les Congolais le savaient. Et d'ailleurs, Denis Sassou Nguesso aurait dû écouter le peuple congolais qui lui a dit on sait que vous allez gagner, on sait que vous allez tricher. Donc, économisez cet argent parce qu'on en a besoin ailleurs. Voilà. Il pouvait faire une campagne présidentielle sobre. Or, on voit bien combien de millions pour faire venir les Ivoiriens, que ce soit cette dame Eudoxie Sassou et Makosso, et puis d'autres encore. On a vu des avions affrétés d'Ethiopian Airlines pour déposer à Brazzaville des t-shirts qui ont plutôt sali nos villes, puisque les gens les jetaient après les meetings. On a vu aussi des avions affrétés pour le meeting de Djambala, où on voit bien que c'était nos cousins de la RDC, puisqu'ils disaient, allez, on va finir vite, il faut qu'on aille au concert de Fali. Il n'y a pas un seul Congolais de Brazzaville dans une telle élection qui va aller faire la campagne de Sassou et traverser à Kinshasa pour aller écouter, pour aller suivre le concert de Fali Ipupa. Donc, on voit bien. Donc, c'est de l'argent gaspillé, c'est de l'argent jeté à la poubelle, ça n'a servi à rien puisque nous le savions déjà. Le taux de participation, c'est entre 5 et 10%. Bon, lui, il dit que c'est 87%. Lui-même aurait eu peut-être 5% de voix, mais il dit qu'il a eu 94,82%. Tout ça, c'est inutile. Les Congolais doivent comprendre que ce pouvoir n'a plus rien à faire aujourd'hui. Il a promis des choses aussi. Je me souviens, à Dolisie, il a promis des emplois. Il a promis beaucoup d'emplois à Dolisie. À Ouesso, il a promis beaucoup d'emplois. Il a promis relancer comment on appelle ça, le secteur cacao, le secteur café, tout ça, c'était des promesses d'emploi. Et puis, patatras, il se perd quelque part au Congo. Il dit, tiens, je viens de me rappeler. Les jeunes, il n'y a plus d'emploi. Il n'y a plus d'emploi dans la fonction publique. Mais personne ne lui a dit qu'il veut aller dans la fonction publique. Si vous promettez des emplois à Dolisie, mais il faut voir, à Ouesso, le café, le cacao, ce n'est pas la fonction publique. Donc, il ne comprend même pas que c'est le rôle du président de mettre en place des politiques publiques incitatives de création d'entreprises et création d'emplois. Donc, tantôt, il promet des emplois, tantôt, il dit qu'il n'y a pas d'emploi. Alors, si la fonction publique est pléthorique et qu'on ne va plus recruter quelqu'un, mais pourquoi l'ENAM continue à former l'ENAM, ce n'est pas une école privée, c'est une école d'État qui forme les agents de l'État. La faculté de médecine chez nous forme les agents de l'État. L'ENES chez nous forme les agents de l'État, les enseignants. Et je peux dire comme ça dans le sport, ainsi de suite. Alors, de quoi il parle réellement? Et on voit bien que c'est une campagne présidentielle pendant laquelle le président m'a plus donné l'impression de quelqu'un qui commence à développer la maladie d'Alzheimer que de quelqu'un qui est encore structuré, qui a une pensée pensante bien pensée. En tout cas, je le trouvais parfois hagard. Voilà, c'est une préoccupation pour tous les Congolais, évidemment. On va d'abord écouter Denis Sassou Nguesso qui affirme qu'il n'y a plus assez d'emplois dans la fonction publique et que les jeunes doivent se débrouiller. Suivez. La fonction publique, qu'on a place les sous mingité, donc il faut les jeunes se prendre en charge. Hey. Gouvernement copé sabango maboko. Hey. Voilà, Didier Moueni-Volo, quel commentaire faire d'une telle déclaration? Un candidat suppose, il faut le dire comme ça, entre guillemets. Bon, on sait qu'après, il y a une tricherie qui était déjà en cours. Aujourd'hui, ça a été validé, qui prend encore 5 ans. Et dans le même temps, il dit à la jeunesse, qui en réalité est une préoccupation majeure, que ne comptez plus sur moi. Alors, qu'est-ce qu'il faut répondre à ça? Mais je vous renvoie aux images de la campagne. Vous vous souvenez, mon dernier passage sur votre chaîne, nous avons pointé l'absence de la famille de Denis Sassou Nguesso, en tout cas ses enfants, ses petits-enfants. Et le lendemain, ou quelques jours après, on a vu tout le monde. On a vu tout le monde, y compris le fils de Hugues Golondele, qui a eu le malheur d'exhiber sa montre. Et au final, les internautes sont allés voir, c'est une montre qui coûte 254 892 €, plus de 255 000 €, pratiquement 255 000 €. Multipliez ce chiffre par 6,56 pour trouver en francs CFA, et plutôt en francs français, et multiplié par 100.
je n'ai pas fait le calcul parce que je n'ai pas voulu. Mais vous imaginez? Donc, Hugues Ngolondele, c'est quoi son entreprise? Et sa mère doit être Ninel Sassou Nguesso. C'est quoi son entreprise? C'est ça son entreprise, Ninel Sassou Nguesso. Voilà. Donc, écoutez-moi bien, M. Perrin. Il dit à la jeunesse, il n'y a plus de boulot. Donnez-moi l'emploi d'un des enfants de Sassou. Donnez-moi l'emploi. C'est-à-dire que si vous enlevez l'État congolais, si vous enlevez la politique, tous, même ce fils de Hugues Ngolondele qui porte cette montre très chère, il a une vidéo qui circule sur Internet où il dit, à Poto-Poto, il va être candidat au municipal. Donc, tous font de la politique. La famille de Denis Sassou Nguesso a comme entreprise le Parti congolais du travail, la politique, les mairies, le Parlement, le Sénat. Vous prenez toutes ces entités à Brazzaville, au moins 40%, c'est des gens qui ont un lien biologique avec Sassou Nguesso. Tous font de la politique. Tous, vous les voyez, ils étaient là. J'étais très, très, très étonné de voir, oui, lui, c'est le futur élu, lui. Et il y a même le fils, je ne sais plus de qui là, qui doit remplacer Hugues Mundele ou M. Mundele à la tête, je ne sais plus de quelle obédience. Tout est politique. C'est quand même curieux qu'une famille qui a des milliards, mais qui a vraiment des milliards, zéro docteur, zéro ingénieur. Voilà des gens qui vous disent que Sassou, c'est un patriarche. Il faut même ajouter zéro businessman. Il n'y a pas d'homme d'affaires dans cette famille. C'est de ça que je parle. C'est-à-dire que c'est des gens qui prennent les milliards de l'État, ils sont incapables de construire au Congo des grandes entreprises. Ils sont incapables de venir devant vous, de dire le fils a un tel, la fille a un tel, est sortie d'Harvard, est sortie de Pont et Chaussée, est sortie de telle école d'ingénieur. Non. Dès lors qu'ils ont la licence ou la maîtrise, paf, ils sont versés. En fait, il suffit qu'ils sachent conjuguer les verbes au mode indicatif et construire une phrase simple, sujet, verbe, complément. Et bien là, boum, ils sont dans la politique. Donc, leur job à eux, c'est ça. Et pour les enfants des autres, ah non, 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 débrouillez-vous. Mais leurs enfants se débrouillent. Non, et là, vous avez les ingrédients de faire ce qu'on appelle la révolution populaire. Quand les peuples se soulèvent, c'est pour de tels comportements. Rien qu'une simple montre, 255 000 euros. Mais si on prend tout son corps, eh bien, son corps, c'est quoi? 300, 400? Oui, mais évidemment, après, ils viennent s'afficher devant les Congolais qu'ils ont plongés dans la misère. Donc, après, on se pose la question, pourquoi ça ressemble? De leur manquer du respect. C'est une manière de leur manquer du respect, c'est une manière de leur narguer. Si ça pouvait développer le secteur cacao et café, mais on voit bien que la situation internationale est telle que vous développez le secteur café-cacao à Ouesso, vous créez facilement jusqu'à 20 000 emplois. Et ça, c'est une bonne chose. Bon, la vérité, Didier Moïni-Volo, c'est qu'il ne le fera pas. Et après, il faut qu'on vienne nous démontrer il ne le fera pas. Lorsque Denis Sassou Nguesso arrive au pouvoir, tous ces secteurs-là étaient, j'allais dire, émergents dans notre pays. Le cacao, on en a parlé. On a parlé au CV, président de la République. Voilà. Le Congo exporte le café et le cacao. Ben voilà, donc lorsqu'il revient là-dessus, mais à quel moment, lorsqu'il atteint ses 82 ans, c'est un âge assez avancé, vous l'avez dit, bon, après, il faut... Je crois que Denis Sassou Nguesso devait faire l'objet d'une batterie d'examens, notamment pour aussi son cerveau. Ce n'est pas une insulte non plus, hein, c'est une vérité parce que tout le monde a constaté. Moi, j'ai des amis de partout le monde qui ont commencé à m'appeler pour dire, mais est-ce que votre gars a encore son cerveau en place? Ce qu'il est en train de débiter. Mais pourquoi vous l'avez laissé parler devant le public dans un monde aujourd'hui interconnecté? Pourquoi vous l'avez laissé? Regardez la campagne de Pointe-Noire. Il est dans les confusions. 6 heures, 7 heures, 9 heures, non, 6 heures, non. Et ça, c'est des signes que la personne, c'est pas une critique. C'est une observation, c'est normal. Il a 81, 82 ans. À 82 ans, c'est tout à fait normal que ces problèmes-là apparaissent. Même quand vous le voyez avec certaines personnes, il est assis. Bon, je n'ai pas les vidéos, je peux les retrouver et les commenter. Il est assis, vous sentez qu'il a comme ça un passage à vide. C'est comme s'il n'est pas
avec eux. Donc, et puis, M. Perrin, soyons sérieux. Donnez-moi le nom du royaume ou de l'empire où le roi, l'empereur, même en Égypte pharaonique, où le pharaon, c'est à 82 ans qu'il fait des promesses à la population de ce qu'il va réaliser. Non, ça c'est 80, 70 ans, c'est déjà l'âge du bilan. 60 ans, 70 ans, on est dans l'âge des bilans. Trouvez-moi un roi, un empereur dans l'histoire universelle, l'histoire du monde entier, même dans le royaume Congo, dans le royaume Téké, vous ne l'avez pas. Et mes professeurs à Bayardel le savent. Demandez aux historiens. À cet âge-là, c'est la mise à l'écart ou même les rituels de mise à mort parce que le roi vieux affaiblit le royaume, l'empereur vieux affaiblit l'empire. Et donc, on fait des rituels de passage à la nouvelle génération. Alors là, tout à coup, il se rappelle, il dit même qu'on on ne restera pas éternellement au pouvoir. Mais déjà, lui, il n'est pas éternel. Il oublie même que l'immortalité, ce n'est pas humain. L'humain est mortel. Donc, oui, mais après, il faut chercher à comprendre la connotation de ses propos. Lorsqu'il dit il ne va pas rester éternellement au pouvoir, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc, laissez-moi mourir au pouvoir. Laissez-moi mourir au pouvoir. C'est ce que ça veut dire, simplement. Et puis voilà le reste, faites ce que vous voulez. Si vous allez vous battre, si vous... Voilà, mais c'est pas. Oui, mais il y a un autre danger, Didier Mouinivolo. À cet âge-là, évidemment, c'est un âge quand même assez avancé. On commence à perdre un peu au niveau mental. Ça, c'est vrai en plus. Est-ce que c'est ce qui peut finalement expliquer ces prises de décision, j'allais dire, aussi dangereuses? Je pense ici à l'opération menée par la DGSP lorsqu'il vient assumer ça en public. Ça, c'est encore... Ben, ce sont les crimes contre l'humanité, tout le monde est en train de constater. Et quand quelqu'un commence à prendre ce genre de décision, et lorsqu'on l'écoute, je l'ai dit tout à l'heure, moi je l'ai suivi, peut-être pas toute la campagne, mais les séquences que j'ai eu à suivre de sa campagne, lorsqu'il s'adresse aux Congolais, il n'a tenu aucun discours cohérent. Si ce ne sont des slogans, mais des slogans mal prononcés en plus, des petites phrases qui, en réalité, alors c'est une incohérence totale. Et après, on l'entend même dire les voleurs doivent avoir honte, le corrupteur et le corrompu doivent avoir honte. Et sans évoquer la justice, l'implication de la justice, on a bien compris que Denis Sassou Nguesso, en fait, aujourd'hui, est quelqu'un qui, à mon avis, il faut peut-être le mettre à l'écart. Parce que sinon, le pire est à venir. Après des décennies de pouvoir de Denis Sassou Nguesso est devenu, c'est pas une insulte, obsolète. Ça, c'est la vérité et tout le monde l'a constaté. C'est le moins qu'on peut dire. Des décennies donc marquées par de tribalisme, la culture, de la personnalité et surtout cela qu'il adore. On a vu des ministres, une ministre venait se mettre à genoux en train de se courber là pour dire à Sassou, je ne sais pas à quoi ça ressemble tout ça, et le culte de la personnalité. C'est Louis XIV. Alors qu'il parle, il dit dans un de ses discours, il faut moraliser. Oui, mais c'est ça aussi ce que nous sommes en train de dire, ce sont les signes que le monsieur n'a plus toute sa tête. Je dirais en passant que celui qui n'a pas compris l'histoire de Louis XIV et le château de Versailles, ben, il n'y a qu'à voir Sassou, comment les gens se comportent. Quand un ministre dit Sassou, c'est notre père, avant d'arriver à lui, vous devez passer par nos corps. Et l'autre qui dit, ah, moi, je n'ai pas de vision, je ne fais que matérialiser. C'est ça, Louis XIV. C'est-à-dire que l'absolutisme, le monarque. Oui, mais Didier Mouinivolo, évidemment, ce sont là des diatribes, il faut le dire comme ça, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que ces gens n'ont pas de morale. Mais j'ai vu, je ne sais pas si vous avez vu cette image, elle est choquante. Une ministre du gouvernement venir se mettre à genoux devant Denis Sassou Nguesso et presque un... Mais mon Dieu, on est dans une république ou on est où là? Mais regardez une pratique qui est au Congo. Elle était à genoux. Mais regardez, il y a une pratique au Congo. Quand il y a pendant les meetings, quand il y a un qui doit prendre la parole, il se lève, il fait une révérence à Sassou. Mais on n'est pas un royaume. Tous, avant de prendre la parole, ils font une révérence. Et ça, c'est nouveau, ça n'a jamais existé. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur la moralisation, en fait, il y a peut-être Sassou, mais c'est tout le système PCT qui est obsolète. Regardez, M. Perrin.
quand Sassou fait ce discours-là, en disant il faut moraliser la vie publique, mais j'ai vu passer une photo. La photo, c'est qui? Bruno Itoa, ministre du pétrole, peu importe, ministre du gouvernement, tenant la main du procureur de la République. Les deux sont en train de ricaner, pour ne pas dire sourire ou rire, mais ricaner, content de voir qui? Dangou Zidane. Le criminel en fait, recherché. Dangou Zidane, qui est content de croiser le procureur de la République alors qu'il y a un mandat d'arrêt le concernant, alors qu'il est recherché par toutes les polices du monde, donc la police congolaise. Et là où est Sassou, vous avez quoi? La police, la gendarmerie, l'armée. Rien que cette photographie. Mais il y a une autre aussi qui a été, je crois elle est encore sur Internet, où c'est Sassou Nguesso lui-même qui vient saluer ce criminel. Dangou Zidane, voilà. Il faut moraliser la vie publique. Celui qui a volé devrait avoir honte. Donc, honte aux voleurs, honte aux corrupteurs et honte aux corrompus. Premier magistrat. En train de sourire avec le monsieur. Donc, toutes ces images de cette campagne montrent que, très sincèrement, même la fraude électorale devient petite face à ce groupe. Et d'ailleurs, on n'a pas dit la meilleure. C'est que Sassou Nguesso signe et nomme Dangou Zidane responsable des finances de sa campagne. En fait, qu'est-ce que les Congolais veulent encore? Même une république de Mankondi, c'est faible. Franchement, en sciences politiques, lorsqu'on parle de sense of government, c'est-à-dire que la gestion des affaires publiques, mais face aux Occidentaux, face aux Chinois, même face à certains pays africains, ce que je suis en train de vous dire là, faites le tour de toutes les grandes écoles qui forment les hauts cadres qui dirigent la France, la Chine et tout. Ils vous diront, si ce que ce monsieur est en train de dire, c'est vrai, que les choses se passent comme ça, laissez tomber. La compétition internationale, ce n'est pas fait pour vous. Comment on peut valider une telle pagaille? Le mot, ce n'est même pas l'anarchie. Vous savez que l'anarchie peut être organisée en sciences politiques. Mais là, c'est carrément la pagaille. C'est comme si on a largué une bombe au Congo et tout a foutu le camp. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus de morale, il n'y a plus d'éthique. Comment le procureur de la République peut sympathiser avec un fugitif? Mais est-ce que les gens se rendent compte évidemment, de quoi on parle? ce sont là des questions essentielles et pertinentes d'ailleurs qui se posent, comme je le disais tout à l'heure. Donc on voit Denis Sassou Nguesso à côté d'un criminel, lui-même d'abord, c'est le chef de gang, j'aime à le dire. La preuve, elle est là. Parce que le monsieur est visé par un mandat d'arrêt international qui existe, que tout le monde a vu. Mais le voilà, qui vient saluer le même criminel. Donc, il est au courant, il sait tout ce qui se passe. Ben non, il est là, il le regarde, et puis bon, il le nomme, comme vous l'avez dit tout à l'heure, responsable, c'est pas moi, financier. Des finances de sa campagne. Après, on les voit, comme vous l'avez aussi rappelé, avec le procureur de la République. On est où, là? On est dans quel pays, finalement? Dans le même temps, le même vient vous dire, on va moraliser la vie publique. Mais c'est ça, que Dangou Zidane sympathise avec un caporal de l'armée ou un caporal de la police qui ne le reconnaît pas, c'est une chose. Mais Dangou Zidane ne peut pas rigoler comme ça avec le procureur de la République et avec un ministre du gouvernement. Mais en termes de moralisation, en fait, est-ce que lui-même Sassou sait de quoi il parle? Est-ce qu'il comprend lui-même les propos qu'il tient? Et dans les meetings du président candidat, il salue les gens alignés, et il y a qui? Il y a le procureur de la République qui lui fait un salut militaire et lui serre la main. Mais qu'est-ce qu'il fait là, le procureur de la République? Qu'est-ce que le procureur de la République fait dans les meetings du président candidat? Oui, Didier Monivolo, finalement... Je m'excuse, monsieur Perrin. Oui, pardon. Monsieur Perrin, je m'excuse. Qu'est-ce que... Et beaucoup de gens ne comprennent pas ça au Congo. Qu'est-ce que les directeurs généraux, les directeurs centraux, les chefs de service
des départements spécialisés de l'État font dans les meetings de Sassou. Vous avez le directeur de la douane arborant l'habit avec la photo de Sassou. Mais il est directeur de la douane, il n'est pas directeur de la douane de Sassou. Vous voyez les confusions? Elle est où l'éthique du fonctionnaire congolais? À l'ENAM, allez poser la question à ceux qui enseignent à l'ENAM. Qu'est-ce qu'ils disent à ces étudiants? Le procureur de la République dit qu'il est sorti de l'ENAM. Ah bon? Le directeur de la douane, semble-t-il qu'il est en train de terminer un doctorat. Posez-lui la question. Qui lui a dit que le fonctionnaire de l'État, directeur de la douane, vient se soumettre dans un meeting de parti politique, soit-il le parti présidentiel? Le président nomme, mais une fois que le fonctionnaire a été nommé par le président, il fait son job selon l'éthique de son travail. Elle est où cette éthique de la douane? Et moi, c'est la question que je me posais lorsque le procureur de la République, ce prétendu procureur de la République, je mets ça entre guillemets, parce qu'évidemment, il vient de démontrer lui-même à la face du monde qu'il ne voit absolument rien du tout. Il vient de se tirer une balle dans le pied, c'est très clair. Il vient en fait de mettre en cause son titre et même sa fonction. Et dans le même temps, lorsqu'on le voit avec Dongou Zidane, donc ce criminel visé par un mandat d'arrêt international, il y a un avocat, Ben Kaben Masuka, qui est en train de pourrir en prison pour soi-disant tentative à la sûreté de l'État, qu'on n'a jamais démontrée. Et c'est cette justice-là qui, aujourd'hui, à deux vitesses, au Congo. Après, je me pose la question, 5 ans de plus pour un tel système, à quoi doit-on s'attendre? À l'enfer. On est déjà dans l'enfer. Vous allez vous attendre à quoi? Mais qu'est-ce qu'on peut attendre d'un président qui vient de passer 41 ans, 42 ans au pouvoir et qui découvre là en 2026 que Dieu avait doté le Congo de superbes richesses? Oui, il n'y a que quelqu'un qui souffre de la maladie d'Alzheimer qui se rappelle comme ça de temps en temps, qui a des flashbacks comme ça de temps en temps, dit « Ah tiens, il y a ça. Ah tiens, on a beaucoup de cours d'eau douce. » Mais oui, mais l'eau potable est où? On a beaucoup d'or. Oui, mais allez voir à Soanké, comment vivent les gens à Soanké, là où je ne sais pas quelle entreprise est en train de piller l'or. Allez voir à Mayoko, comment vivent les gens de Mayoko. On a beaucoup de bois. On a le diamant, on a le bois, on a aussi... On a le bois, mais c'est vrai. Mais à l'école, les enfants s'assoient par terre. Et même dans les ministères, hein, allez voir dans les ministères au Congo, dans un grand bureau, vous avez 10 personnes, mais vous n'avez que 4 chaises. Hein? Les ministères au Congo. Allez voir. Vous avez 10 fonctionnaires pour 4 chaises. Vous avez 15 fonctionnaires pour... Et même dans l'armée, les gens n'en parlent pas. Combien de colonels au Congo ne sont pas affectés et qui passent leur journée sous les manguiers de l'état-major? C'est-à-dire qu'il quitte sa maison, il vient, il reste dans la cour de l'état-major jusqu'à la fin de la journée et il rentre chez lui. Et on paye, bon, ce n'est pas la faute du colonel, hein, ils ont été mis au banc des accusés, donc on les laisse comme ça. Ils sont nombreux, nous avons beaucoup de colonels, beaucoup d'officiers au Congo qui ne sont pas de la famille présidentielle, qui ne sont pas d'Oyo ou des Vaux ou de je ne sais pas, mais qui passent leur temps sous les arbres de l'état-major et qui rentrent, ils ne sont pas affectés, ils ne font rien. Oui, mais tout ça parce que Sassou Nguesso s'est constitué son armée à lui, sa milice à lui, donc le reste des FARC ne compte plus pour lui. On a même vu un général en train de faire campagne, habillé en t-shirt, de Sassou Nguesso en train de chanter lors des campagnes. Alors que l'armée, les forces de sécurité sont apolitiques au Congo. Les fonctionnaires ne font pas la politique. Un fonctionnaire qui veut faire dans tous les pays du monde, lorsqu'un fonctionnaire veut faire la politique, il démissionne de la fonction publique.
dans tous les pays du monde. Si vous faites la politique, ça c'est l'éthique de la fonction publique. Ça c'est la déontologie de la fonction publique. C'est la morale de la fonction publique. Vous ne pouvez pas être directeur du Trésor et être à cette place et puis aller dans les meetings. Non. Si vous faites la politique, vous faites la politique. Donc, vous demandez une mise en disponibilité et puis vous revenez quand vous avez cessé de... Par contre, en tant que citoyen, le fonctionnaire a le droit de vote. Parce que voilà, je vois déjà des gens qui vont dire oui, en tant que citoyen, il peut aller voter, mais il n'est pas présent dans les campagnes présidentielles ou législatives ou municipales. Or, qu'est-ce qu'on a vu? 30 jours pour convaincre. Le directeur de douane vient convaincre que le président est bon. Mais qui le lui a dit? Le directeur de finances vient convaincre dans l'émission. Et d'ailleurs, ça montre même la médiocrité de certains de vos collègues, M. Perrin. Déjà, aucun journaliste n'a dit au directeur, mais qui vous a envoyé ici? Comment même les journalistes de la presse politique, ce ne sont pas les journalistes des magazines culturels ou des magazines agricoles, ce sont les journalistes de la presse politique. Comment ils acceptent de s'entretenir sur le bilan de Coliné Makosso et le bilan de Sassou? Mais ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas le problème des directeurs. Bon, après, pardon Didier Mwenivolo, quelqu'un me disait, si vous comprenez le Congo, c'est que vous n'avez pas bien compris. Voilà, le Congo est devenu un cas qu'il faut vraiment étudier dans les laboratoires pour bien comprendre ce qui se passe dans ce pays, parce que ça dépasse tout entendement. Plus rien ne peut être compris au Congo, Brazzaville. Adou Nganda, directeur d'une société publique, qui va danser avec le président, peu importe, même si les deux viennent du même village, et se distribuer de l'argent comme ça. Et ça se fait en public, hein, aux yeux de tout le monde. On partage les billets de banque. Et ils sont contents. Mais dans quel pays le président partage l'argent comme ça? Les seuls qui partagent l'argent comme ça, c'est les gangsters. En fait, le président, l'éthique, je le dis plusieurs fois, l'éthique l'empêche de donner même 5 francs en public. C'est un mauvais signe. Vous ne verrez pas un seul président au monde. Donnez-moi un pays où un autre président le fait, même en Afrique. Voilà pourquoi j'étais en train de dire le Congo, c'est un pays que personne ne comprend. Si vous comprenez le Congo, c'est que vous avez très, très mal compris. Didier Mwenivolo, on parlait tout à l'heure des ressources que dispose le Congo. Sassou Nguesso a rappelé tout ça. Vous avez bien dit, curieusement, après 43 ans de règne, c'est là où il se rappelle que le Congo a toutes ses ressources, mais dans quel état se trouve aujourd'hui le Congo? Totalement en ruine. Il y a également le pétrole. Le pétrole, puisque tout à l'heure nous allons aussi aborder l'actualité internationale, le pétrole qui est passé, si ce n'est pas déjà à 100 dollars ou à plus que cela. Curieusement, pendant sa campagne, Sassou Nguesso n'a pas évoqué le pétrole. Et quand on pose la question à Itoa Bruno, ils tournent les journalistes en dérision, leur disant c'est parce que Sassou Nguesso a compris qu'il faut diversifier l'économie, donc il compte plus sur le pétrole, il faut garder le pétrole pour les générations futures. Vous croyez? Vous connaissez Mangongu Clé? Oui, c'était un des Clèche artistes propagandistes. Donc, dans les années 80, on ne parle pas d'aujourd'hui, dans les années 80, il chantait déjà Poto Kanissa Ape Pétrole à la demande de Sassou. Nous sommes dans les années 80. Je vous dis, il y a un problème de logique avec ce monsieur. Autosuffisance alimentaire d'ici l'an 2000, nous sommes au milieu des années 80. C'était déjà le slogan de Sassou. Il y avait ses photos partout dans la ville avec une aubergine. Donc, si Bruno Itoa, je ne sais pas c'est quoi son âge, mais Bruno Itoa, c'est maintenant qu'il se rappelle que Sassou veut diversifier l'économie. Mais Sassou promet la diversification de l'économie congolaise. Nous sommes dans les années 80, avant 1985. Les premiers disques, les premières chansons. Comme qui disait, c'est un stratagème pour eux de continuer à piller l'argent du pétrole pour, en fait, mettre, Bruno comme qui dirait, en voile. On n'a pas fini de développer ce pays-là, Tokoti Kate. Tokoti Kapete, oui, c'est lui qui est d'ailleurs le déclaré. Et c'est une façon, donc, je disais, pour eux, c'est une stratégie de continuer à piller l'argent du pétrole. Et dire aux Congolais, non, écoutez, ne vous occupez plus le pétrole. Bon, on a d'abord mis le pétrole en quarantaine. On s'occupe, mais on sait bien qu'au Congo, l'économie n'est pas diversifiée. La preuve, elle est là. Quand le baril chute,
tout est en difficulté, quand ça remonte. Et c'est bien curieux parce que lorsque le baril, disons, le prix du baril augmente, tel que maintenant, on n'en On parle ne plus. parle pas. Non, 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 c'est fini. Mais depuis les années 80, c'est comme ça. Le premier boom pétrolier du Congo, nous sommes en 1984, je crois, où le Sassou reçoit, je crois, plus de 4 000 milliards déjà de francs CFA. Et en 1986, l'argent était fini, l'argent a disparu. Certains même au PCT commençaient à respecter, les gens comme les Katali commençaient à respecter. Donc, on n'est pas à la première expérience économique, à la première expérience financière avec Sassou. Il a toujours été un mauvais gestionnaire. On ne sait pas où va l'argent avec lui. Quand il a un boom pétrolier, il construit un immeuble et on pense que c'est ça le développement. Mais Sassou n'a rien compris dans la théorie du Oui, développement. mais Didier Moinivolo, pardon de vous poser cette question. C'est vrai que ça ne va pas peut-être dans le cas de l'émission qu'on a, mais ça me vient quand même à l'esprit parce que vous avez dit, dès qu'il y a l'argent, bah, on n'a jamais su où passe cet argent. Il y a quelqu'un qui me disait, bon, c'est maintenant que je commence un peu à le comprendre, est-ce que Denis Sassou Nguesso n'est pas là en train de payer les mercenaires et les armées étrangères qui l'ont ramené au pouvoir avec l'argent, bien sûr, du Congo? Parce qu'on ne peut pas comprendre que le Congo a quand même engrangé plus de 133 000 milliards. Je ne dis pas 133 milliards, 133 000 milliards, aux côtés des 14 000 milliards qui ont disparu, et ça aussi, il n'en a plus parlé. Et malgré tout cet argent, toute cette manne, les Congolais sont dans la précarité, aujourd'hui, il faut le dire comme ça, une précarité absolue. Ils n'ont rien, rien ne fonctionne, aucun service de base, rien du tout. Pas d'eau potable, pas d'électricité, les écoles. Il suffit d'aller visiter les hôpitaux pour se rendre compte de ce qui se passe au Congo. Les routes, le réseau routier, il est devenu ce qu'il est, mais c'est des routes totalement délabrées. Et tout cet argent qui pouvait faire du Congo un petit Qatar, comme disait le professeur Lissouba, on pouvait faire du Congo une petite Suisse. Tout cet argent a disparu. Comment expliquer ça? Que quelqu'un puisse, je ne sais pas comment il fait, pour dilapider tout cela. Et il est le premier à venir dire les voleurs doivent avoir honte. Et les Congolais ont récupéré ça pour dire, bah, attendez, il s'adresse à qui? Il devient opposant à lui-même ou bien? Bon, après là aussi, nous les Congolais, il faut peut-être qu'on réfléchisse. Quand Sassou parle comme ça, en fait, il faut se soulever et non pas seulement Il faut faire s'indigner, en fait, oui, évidemment. Oui, que de faire de la dérision. Et ça ne nous honore pas. Hein. Ça ne nous honore pas de faire de la dérision. Il faut critiquer, il faut condamner, il faut s'indigner, il faut se soulever, il faut faire la révolution. Là, tout est en place pour ça. Après, l'argent a disparu, l'argent ne disparaît pas. Comment l'argent va disparaître? Ils planquent l'argent dans les paradis fiscaux, ils volent l'argent et ils les planquent dans les paradis fiscaux pour leurs propres besoins, payer les mercenaires, pourquoi pas, s'acheter des maisons, ça aussi, ça fait partie, passer des vacances en Turquie ou je ne sais plus, à Dubaï. En fait, pardon, lorsque vous parlez des sert à leur mercenaires, il faut propre- qu'on marque une petite pause à ce niveau-là. On en a vu, hein. La fois dernière, Oui. on en a parlé, hein, des mercenaires qui assurent sa garde alors qu'il en a déjà plein, des étrangers. Mais il est allé chercher encore ces blancs qu'on a vus là avec les armes pendant qu'il était en train de battre campagne électorale de la présidentielle. On les a vus inadmissible. on les a vus une fois, on les a plus revus. En fait, en matière de sécurité de haute personnalité, je pense qu'ils ont commis une erreur ce jour-là, en fait. Ben, c'est sûr et certain qu'on le leur a reproché, simplement. Mais on a vu aussi d'autres, des Mais la pilotes, il faut le perfection dire comme n'existe ça. pas. Hein. La perfection n'existe pas. Ce qui fait que si vous voulez faire tomber Sassou, si vous cherchez la solution, vous trouverez. Ce jour-là, ils ont commis l'erreur dans le positionnement de ces mercenaires. Et donc, les populations les ont vus et les ont filmés. Ils ont compris. Mais ça, vous pouvez être qui que vous voulez. Tôt ou tard, vous allez commettre forcément une erreur. Et c'est ce qui fait que chez certains, en tout cas quand je dis certains, les services secrets comme le KGB ou le Mossad, la CIA, ils ne cessent jamais de travailler jusqu'à ce que l'adversaire commet une erreur. Et donc, ça leur donne une fenêtre de tir et là, ils s'engouffrent. Et l'erreur... Mais Didier Moinivolo, moi je voulais qu'on parle aussi quand même de l'armée.
ce qu'on a vu là. De toute façon, tout le monde est en train de le vivre, hein, on a vu. Denis Sassou Nguesso a jeté son dévolu sur une milice qu'il a créée. À la tête, c'est le général Serge Oboa. On sait, c'est une unité qui est en train, mais finalement, de tout contrôler désormais au Congo, par la force, par la violence, par les crimes. Tout le monde est en train de voir, mais je veux m'intéresser aussi à l'armée de l'air. Si vous avez vu certaines images de sa campagne, on a vu des Blancs, des pilotes, des hélicoptères Mi-8, que je connais très bien d'ailleurs, parce que mon père aussi fut mécanicien de ces hélicoptères. Et quand je parle de mon père, nous sommes encore dans les années presque 84, 83 par là. Donc au Congo, il y avait déjà des gens formés pour cela. Et 43 ans après, qu'on continue à aller chercher des mercenaires étrangers, des pilotes étrangers pour piloter des hélicoptères militaires de l'armée congolaise. Alors que nous avons une armée de l'air. Nos soldats à nous former en la matière. On continue à aller chercher des mercenaires. C'est ça qu'il faut dire. Ce sont des mercenaires. Est-ce pour dire que finalement, Denis Sassou Nguesso n'a plus confiance aux Congolais, ni même à l'armée? La réponse est celle-là. La question ne se pose pas au niveau des militaires congolais, de l'armée républicaine. Tout dictateur qui arrive à ce niveau est obligé de composer avec une armée parallèle, avec une police parallèle, avec une administration parallèle. Ce n'est pas le sujet, mais on a vu avec les passeports. Curieusement, très vite, ils ont commencé à délivrer. En fait, il va gérer comme ça par à-coup, par effraction, à chaque fois qu'ils sont... Voilà. Et quant à l'armée ou les forces de police, parce que ces étrangers-là, ils ne connaissent pas le Congo. Ils sont là pour sécuriser Sassou et donc ils vont faire confiance à Sassou et Sassou va faire confiance à ses mercenaires. Oui, mais des mercenaires payés avec l'argent du contribuable congolais, ce n'est pas normal. Ça, c'est une évidence. Ça c'est une évidence. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que l'argent du Congo ne disparaît pas. L'argent du Congo est mal utilisé. Mais un exemple très simple. On n'aura peut-être pas les chiffres, mais essayez de chiffrer la campagne de Sassou. Les pagnes qu'on a fait venir, les agendas, je ne sais pas pourquoi, pour une campagne de 2 semaines, on fait venir des agendas. Je n'ai pas compris le sens des agendas. Les agendas, nous sommes déjà en mars, les agendas qui vont servir à quoi? Mais un agenda est annuel. Un agenda, c'est annuel. Et puis, ça va servir pour la campagne. Je n'ai pas compris. Alors qu'il aurait fait le choix de commander les cahiers pour peu importe quelle école dans notre pays. Donc, notre problème à nous, c'est pour ça que je vous dis, moi, président, et d'ailleurs, vous le savez, à chaque fois, je le répète, dans beaucoup de forums où j'échange avec les Congolais ou les Africains, j'ai dit, tous les pays africains ont un sujet, M. Perrin, la sécurisation des comptes publics. S'il y a un refus, tous les pays africains, l'Afrique du Sud peut-être encore, tous les pays, vous prenez le Cameroun, vous prenez l'Angola, vous prenez la RDC, n'en parlons plus. Il y a une telle pagaille dans l'usage des comptes publics où n'importe qui fait n'importe quoi de l'argent public. Or, les pays qui avancent, comme la Chine, l'une des choses que la Chine va faire, c'est la lutte contre la corruption politique. La corruption politique, c'est la cause causante non causée de la pauvreté de beaucoup de nations. La Grèce a connu des gros problèmes. L'Allemagne a même demandé que la Grèce sorte de l'euro. C'est la France qui protège la Grèce. Mais qu'est-ce que les Allemands reprochent aux Grecs? Mais c'est la corruption politique. Angela Merkel, chancelière allemande, dit très clairement aux Européens, les Grecs sont tellement corrompus, ils font n'importe quoi. Soit ils se disciplinent, soit ils sortent de la zone euro. Là, il y a eu des réformes de lutte contre la corruption en Grèce. Le Portugal est passé par là. L'Irlande est passée par là. Ce n'est pas pour rien que quand le FMI intervient, le FMI dit, les chômeurs, ce n'est pas mon problème. Les gens qui souffrent, ce n'est pas mon problème. Vous voulez mon aide? Eh bien, je vous donne de quoi faire les réformes pour sécuriser les comptes publics. Tant que les comptes publics, c'est comme votre salaire à vous, c'est comme mon salaire à moi. Si je commence à jouer avec mon salaire et que je vais voir une banque pour dire que je n'y arrive pas, mes enfants n'ont rien à bouffer, aidez-moi. La banque va vous dire quoi? Eh bien, on va regarder votre relevé de compte. Quelles sont les entrées?
et comment l'argent sort de votre compte. Et donc, on va vous dire, vous avez trop de crédits à la consommation, on va commencer par éliminer les crédits qui ne sont pas nécessaires. On va commencer par éliminer les dépenses qui ne sont pas utiles. Or, nous, les dépenses, c'est quoi? Regardez pendant la campagne présidentielle. Et quand ce n'est pas ça, c'est les maisons qu'on achète à l'étranger. Oui, pendant que vous parlez de la campagne présidentielle, on a vu comment on a distribué de l'argent et ça se filmait. Bon, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, si vous comprenez le Congo, ça veut dire que vous avez très mal compris les choses. Didier Mouni-Volo, on va passer à notre volet, le temps aussi nous tient, c'est toujours dans le cadre de la campagne, on a vu un ministre, Honoré Saï, que vous connaissez très bien, il est aussi, je crois, responsable à l'UPADES, à ce que je sache. Il est au bureau politique, oui, il est membre du bureau politique. Alors, je me souviens de ce que Pascal Tsatsimabiala a demandé aux militants de l'UPADES de faire comment il appelait ça, un vote libre, c'est ça, voilà, chacun était libre, donc de voter qu'il voulait. Et là, on a vu Honoré Saï en pleine campagne, avec des t-shirts, Sassou Nguesso alors qu'il est à l'UPADES avec son champagne, en train de trinquer le champagne, dans un pays où il sait que voilà, plus de 80% presque de la population aujourd'hui est dans la misère. Il était là pour célébrer déjà la victoire avant même le scrutin. La victoire du président Denis Sassou Nguesso aux élections de 2026 sablonne notre champagne. Nous sommes très heureux d'être, comme l'a dit M. le ministre, ici à Dolisie pour la victoire de M. Denis Sassou Nguesso. Merci. Avec bien sûr les t-shirts de Denis Sassou Nguesso. Et il célébrait déjà la victoire de Denis Sassou Nguesso. Je ne sais pas quel commentaire cela vous inspire, mais moi je n'ai rien compris de tout ça. Alors, je ne sais pas, mais il faut en rire pour ne pas en pleurer, comme on dit. Déjà, il faut que les Congolais soient conséquents. Honoré Saï, alors il faut savoir que Honoré Saï, ça fait quand même plus d'un mandat qu'il est député de Dolisie, député de l'UPADES. Le label de l'UPADES. Il est membre de l'UPADES, c'est l'ancien secrétaire à la communication, c'est l'ancien porte-parole de l'UPADES. Actuellement, le porte-parole, c'est Sidouane Moukoukou, mais c'est parce qu'il est allé au gouvernement que Moukoukou l'a remplacé. Donc, c'est le porte-parole de l'UPADES, député de l'UPADES, donc membre du secrétariat national. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, vous et moi, il est député de la 2e circonscription de Dolisie et il est membre du bureau politique de l'UPADES. Il paye ses cotisations à l'UPADES. Comment vous allez expliquer aux militants que ce monsieur est en train de battre campagne pour Sassou? Il demande très clairement aux militants de l'UPADES de donner encore un mandat de 5 ans à Denis Sassou Nguesso, et puis il sable son champagne. Alors moi, je vais être très clair. Je déteste ces chefs congolais au Congo qui montrent ce faste, ce champagne. Ce champagne, il n'a pas acheté ça avec son argent, c'est l'argent public. Voilà. Demain, vous êtes président, M. Perrin, vous avez tout à fait le loisir d'interdire le champagne au ministre dès lors que c'est l'argent public. Et avec l'argent public, on ne va prendre que le Ntsamba, le Lungwila, le Lotoko, parce que ça, ce sont nos boissons à nous. En quoi Johnny Walker ou Jack Daniel, c'est mieux pour votre santé que le Lotoko, que le Ntsamba, que le Lungwila, que le Buganda? Au nom de quoi? Les Blancs ont écarté ces boissons-là parce qu'ils voulaient promouvoir ces produits manufacturés, c'est tout. L'alcool, c'est l'alcool. Et il est dans nos villages, hein, quand il fait ça. C'est ce que je dis. Et il fait ça, il est à Dolisie, là où les gens n'ont pas d'eau à boire, il est content en disant, allez, champagne. Là où les gens n'ont pas d'eau à boire, allez voir Dolisie. Si vous voulez partir à la chasse, mais n'allez pas dans la forêt du Mayombe, allez au stade Pont. Mais c'est tout ça, la moralisation, non, de la vie. C'est quand même curieux. Et ces gens, ils ont pris le parti du professeur président Pascal Lissouba Paix à son âme, c'est devenu leur business. Et d'ailleurs, nous l'avons, avant la sortie de la vidéo de Honoré Saï,
Mais nous étions au courant que le PCT est monté au créneau en disant aux responsables de l'UPADES, dont son président aussi, que vous bouffez en catimini. Là, nous, on a un risque, on prend un risque d'abstention énorme. Donc, nous demandons aux responsables de l'UPADES de battre campagne visiblement pour Sassou et de le montrer. Eh bien, Honoré Saï, on l'a vu. Mais moi, le retour que j'ai de mes camarades de l'UPADES, c'est que Pascal Eyinda, aussi, qui est dans le perchoir, a battu campagne. Dans le Niari, dans la Bouenza et dans le Kwilu, les coordinations, les fédérations ont été mobilisées pour battre campagne très clairement en disant il faut aller voter Denis Sassou Nguesso. Alors, le président du parti s'est caché pour ne pas s'exposer. Le secrétaire général s'est caché pour ne pas s'exposer. Mais ce que Eyinda a fait, ce que, comment on l'appelle, Honoré Saï a fait, c'est largement suffisant. Mais n'allons pas loin. Lors des élections législatives précédentes, le camarade Moukoukou, secrétaire national du parti, porte-parole du parti, Moukoukou, il est candidat chez lui à Divenier. Il ne bénéficie de soutien d'aucun membre du parti. Personne n'est allé aider ce camarade pendant la campagne législative. Il échoue au premier tour. Au deuxième tour, c'est un indépendant contre le candidat du PCT. Vous savez ce que la moitié des membres du bureau politique de l'UPADES ont fait, y compris la famille de Pascal Lissouba? Ils sont allés battre campagne avec le PCT, sous prétexte que non, c'est notre cousin, ah non, c'est notre neveu. Ah bon? Moukoukou, qui est notre secrétaire national à la communication, donc futur ministre de la communication, si l'UPADES arrive au pouvoir, personne n'est allé le soutenir. Mais voilà que son concurrent du PCT qui va au deuxième tour avec un indépendant, tous les membres de l'UPADES du coin sont allés. Les photos existent, les vidéos existent. Et donc, vous avez même finalement, c'est le cas de le dire. Vous avez même des gens comme des Gabi Lissouba, avec les habits de l'UPADES en pleine campagne du PCT. Oui, mais c'est le cas de le dire, Didier Moinivolo. Finalement, et là, les faits sont là. C'est des faits, hein, rien que les faits. L'UPADES est un satellite du PCT. Et aujourd'hui, on est en train de comprendre. Mais moi, je vais m'intéresser à un autre aspect beaucoup plus psychologique. Quand les responsables de l'UPADES, qui étaient censés être de l'opposition, battent campagne pour le PCT, pour Sassou Nguesso, envers quelle population? Cette population, donc les partisans de l'UPADES, de Pascal Lissouba, sachant que c'est Denis Sassou Nguesso qui est venu évincer Lissouba par coup d'état militaire et qu'il a failli même être tué. Vous avez entendu Pierre avec Mabiala? Tous les dégâts qu'on a eus, les morts qu'on a eus dans cette zone, et que ces personnes-là qui sont supposées être de l'UPADES, parti de l'opposition, je mets ça entre guillemets, et de toute façon, ils ont démontré à la face du monde qu'ils ne sont pas de l'opposition. Désormais, ça ne sert à rien, même de faire semblant. Quand ils viennent le dire comme ça à ces populations, ces partisans, est-ce qu'ils pensent à ce choc moral d'abord qu'ils créent en le faisant, ou à l'insulte? C'est le cadet de ses soucis. C'est le cadet de ses soucis. Ils sont dans une logique du ventre, de manger, d'être à la mangeoire. Mais jusqu'à ce point-là, ah oui, mais le ridicule ne tue pas. Au Congo, le ridicule ne tue pas. Mais je suis sincère avec vous. Ils sont moquent, mais royalement, des militants. Les seuls qui détiennent la solution face à ça, ce sont les militants de l'UPADES et les Congolais. C'est pour cela qu'à un moment donné, il faut que les militants montrent qu'ils ne sont pas d'accord. Je donne un exemple. Je vous dis encore, vous avez déjà vu les deux députés de Dolisie, de l'UPADES, avec les populations de l'UPADES, sauf pendant les meetings. Mais en temps normal, depuis qu'on a terminé les législatives, donnez-moi des moments où on voit Jérémy Lissouba ou Honoré Saï avec les populations de Dolisie pour défendre quoi comme idéal à Dolisie? Ils défendent quoi comme idéal? Je vous donne un exemple très simple. C'est vous et moi, vous m'appelez et je réponds à votre invitation. C'est ici, sur R7, qu'on donne l'alerte de la chigonellose à Dolisie.
Alors qu'il y a 2 députés à Dolisie, il y a un maire à Dolisie, il y a un préfet à Dolisie, il y a un président du conseil départemental, il y a des médecins à Dolisie. C'est sur R7 que Moueni Ivolo Didier dit il y a quelque chose qui se passe à Dolisie, ce n'est pas normal. Et là, tout le monde fait maintenant semblant. Mais c'est ça qui se passe. Les gens s'en moquent de la population. C'est que la population doit se soulever. Quand le mais comme qui disait Didier Moueni-Ivolo, un peuple qui ne peut pas s'affranchir, un esclave qui ne veut pas s'affranchir. Mais c'est Thomas Sankara qui le dit. L'esclave qui évidemment, ne peut pas se révolter contre sa situation. Comment peut-on s'apitoyer sur son sort? Ça, c'est de Sankara. Alors moi encore, j'ai l'honnêteté intellectuelle et politique de dire que c'est de Sankara. Mais Honoré Saï, regardez comment il a rabaissé Pascal Lissouba. Quelqu'un a dit... Non, mais là, il vient de tuer Pascal Lissouba pour la 2e fois. C'est pas normal. Et en public. En public. C'est-à-dire que ce monsieur est devenu... Il est connu partout au Congo grâce au parti politique de Pascal Lissouba. Il a le culot, il a l'orgueil de venir dire quelqu'un a dit. Pascal Lissouba, dans leur bouche, est devenu quelqu'un. Un simple quelqu'un. Comme la chanson qui dit la femme de quelqu'un. Merci Didier Moueni-Ivolo, c'est la fin de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Voilà, n'oubliez pas les petits gestes d'encouragement. Cliquez sur le petit pouce en l'air, juste en bas de la vidéo. Partagez et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, Didier Moueni-Ivolo, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Ça a été un plaisir. Voilà, on se retrouve très prochainement. Merci.